En route pour Nkom, le paysage défile sur nos yeux. Notre taxi brousse avale peu à peu le trajet. Ce jour-là, nous nous rendions dans le village natal de Jean-Michel Cancan. Au bout d'1 heure de voyage, terminus, nous sommes à Nkom. Dès notre arrivée, la cousine de Jean-Michel Cancan, très joviale, se remémore des moments vécus avec son cousin. Donc quand il sort là-bas, tout le village est là jusqu'à là-bas. On danse, il y a même encore les là-bas. On danse de mangue. Ils partagent le poisson en route. Il avait une voiture qui avait le micro en haut comme ça. Là. Donc quand il arrive là-bas, tout le monde est au courant qu'il est là. Après cet accueil chaleureux, on était loin de nous imaginer que la suite allait se corser. Sur le chemin du sépulcre, nous sommes stoppés net. Ici, nous sommes persona non grata. Ordre a été donné de ne pas nous laisser filmer, sans aucune réelle raison. Je ne sais pas, vous toujours venez de là-bas. Moi, je ne sais pas, je ne porte pas les vestes, je ne viens pas de la ville, je suis au village. On m'a dit que ça ne doit pas se passer comme ça, que je ne vous laisse pas faire votre reportage. Il faille d'abord que vous allez vous entendre là-bas avec l'autre qui était avec Dieu donner la Fouda. En caméra embarquée, on retourne dans notre taxi brousse. Chemin faisant, avec une telle subtilité, on capte finalement le cliché de la tombe de Jean-Michel Cancan. Ici, aucune enseigne, ni un monument indiquant la dernière demeure d'un génie. Alors, après toutes ces péripéties, c'était le début d'une aventure qui nous a conduits dans l'univers d'un phénomène, aux performances hors normes, dont l'immensité du talent s'établissait tant sur le plan national qu'international. Eh monsieur, sortez! On n'entre pas dans un bureau administratif en sifflotant. Allez frapper à la porte. Oh? Allez frapper à la porte. Pourquoi? C'est l'une de ses représentations sur la télévision nationale. Nous sommes en fin de décennie 80. Jean-Michel Cancan était au sommet de son art. Mais tout n'a pas commencé ainsi. Il fait ses débuts dans le théâtre très jeune, dans son village. À Mengemessi, on se souvient de ses petits shows. Il faisait des soirées là-bas. Qu'on payait soit 25, soit on payait combien la journée. Puisque ça date déjà longtemps. Finalement, il est parti en ville. En ville, il progressait là-bas, il a progressé là-bas jusqu'à ce qu'il est devenu ce qu'il est devenu. C'était pas évident pour lui d'imposer son style. Il devait alors faire face à la réticence de certains. À cette époque-là, il portait le nom de Afadio, un diminutif de son véritable patronyme, Dieudonné Afana Ebogo. Un nom qui lui a été attribué en 1956, lors de sa naissance. Après un parcours scolaire normal, l'enseignant qui était Afana Ebogo délaisse le tableau noir pour se réfugier dans le théâtre, sa première passion. Une passion qui l'entretenait depuis sa tendre enfance. Après Mengemessi, le talent se sent à l'étroit. Il faut conquérir d'autres contrées. Alors la capitale du département est la prochaine étape. À Konolinga, la cote de popularité augmente. Et c'est dans cette ville, en 1976, alors qu'il n'avait que 20 ans, il fait la rencontre de Albert Mbida, par l'entremise de son ami Elanga Moïse. Il me présente donc un monsieur qui s'appelle Afana Dieudonné. Je le vois, je lui dis mais comment je saurais qu'il est très bon. Il me dit tu vas donc écouter l'une de ses cassettes. Il me fait donc écouter l'une de ses cassettes qu'il avait enregistrées parlant en disant qu'il appelle depuis la boulangerie centrale, quartier Mi, quand je mets de l'ordre dans la maison, on met les désordres. Ça m'a tellement touché que je lui ai demandé de revenir donc sur Yaoundé pour qu'on puisse enregistrer en studio. C'était le début d'une belle épopée. Le concours de circonstances conduit Jean-Michel Cancan vers la capitale politique Yaoundé, la ville qui l'a révélée aux yeux du monde. L'émission Radio Totoir berce alors les auditeurs avec des enregistrements du duo Massa Batré et Jean-Michel Cancan. Disons que les
sketchs de Massa Battré et de Jean-Michel Cancan étaient préenregistrés. Donc c'est moi qui présentais l'émission en direct de Radio Trottoir. Et c'était très bien. J'avais même parfois envie de rire quand ils enregistraient. Heureusement, ils étaient seuls dans le studio parce que s'ils allaient souvent enregistrer à côté de moi, ma voix allait souvent sortir, mes rires allaient souvent sortir. Le duo à travers Radio Cameroun faisait un tabac. Chacun de leur style partage de nombreuses similarités. Au sein de l'opinion, une concurrence et une comparaison s'étaient installées. Je sais qu'il y avait également cette émulation avec Massa Battré, que les gens voulaient parfois rendre conflictuel. Bon, lui, il me disait qu'il n'avait pas de problème avec Massa Battré. Il disait même que Massa Battré, c'était son père. Il est venu à Radio Trottoir parce qu'on lui avait demandé de venir en soutien à Massa Battré et que les gens voulaient les opposer pour qu'il y ait un conflit en continu. Il n'y avait pas de conflit, que Massa Battré avait son style et lui avait également son style. Il n'y avait pas de problème. Au fil du temps, le génie de Jean-Michel Cancan s'imposait au public camerounais à travers des enregistrements audio contenus dans des cassettes. Lors des spectacles, c'était salle comble dans toutes les villes du pays où il était annoncé. On devait aller jouer à Bafoussam et on nous a fait comprendre là-bas qu'on allait tout casser parce que si M. Afana Dieudonné vient là-bas pour se moquer des gens de l'Ouest, dans leur façon de parler, on allait tout casser. Je me suis dit, bon, moi je ne voyage pas. Il m'a dit, allons, il n'y aura rien. Nous sommes arrivés, la salle était comble. Les 3 spectacles qu'on a produits étaient combles. Et j'ai vu les gens de l'Ouest mourir de rire. Et oui, cet accent du Grassfield qu'avait adopté Jean-Michel Cancan pour construire son personnage. J'avais ces photos, quand je montrais ça aux camarades de service, que voilà, Jean-Michel Cancan, c'est quelqu'un de mon village, c'est mon grand frère. Il me disait que non, Jean-Michel Cancan, c'est quelqu'un de l'Ouest. Non, Jean-Michel Cancan n'est pas quelqu'un de l'Ouest. Voilà les photos. Et les audients, ouais. Oui. Et mon badier et Samba. Oui. Tout au long de son parcours, il était considéré comme un originaire de l'Ouest Cameroun. Même ses proches n'arrivaient pas à convaincre les plus sceptiques. Il a rendu populaire l'archétype qui a consisté à reproduire l'homme Bamileke. L'homme Bamileke de l'Ouest Cameroun a été donc titillé, a été imité, a été mimé par Jean-Michel Cancan. Le secret d'un tel niveau d'imitation, il le garde à Akonolinga. Il a dit qu'ils disent, mais qui vous a appris ces choses-là? Il leur a dit que non. J'avais un ami Bamileke qui est à Akonolinga. Et donc, je l'entendais souvent parler. C'est comme cela que j'ai commencé à imiter cet accent-là. Au milieu de la décennie 80, c'est l'avènement de la télé. Jean-Michel Cancan marque ses apparitions dans des programmes cultes comme Télépodium. On voit apparaître à l'écran un personnage dont le look vestimentaire, la démarche, la barbe sont à eux seuls des déclencheurs du rire. Un style vestimentaire propre à ce contexte. Le mouvement dans les années 70 était impulsé par Oncle Otsama. C'est parti de ce personnage de Sama qui a beaucoup influencé les jeunes comiques que nous étions. Et on se disait qu'on ne pouvait pas faire rire les gens si on n'était pas maquillé. C'est pour ça qu'on a adopté ce style-là. Un style qui garde tout son sens jusqu'à nos jours. Mon style n'est pas un style caduque aujourd'hui, je suis désolé. Jean-Michel Cancan était dans un personnage. Il interprétait un personnage. À cette époque, l'environnement contribuait à l'émergence de tels génies. Rien n'était fait au hasard. La critique avait droit de citer. Les journalistes veillaient au grand. Si tu fais du mauvais théâtre ou tu fais un mauvais bouquin, film, ils critiquent. Arrêtez! Arrêtez! J'ai dit, hein? Laisse-moi! J'ai dit, hein? Bagarrer sans déchirer les habits. Ne me touche pas! Bagarrer sans déchirer. Bagarrer sans déchirer les habits. Jean-Michel Cancan, le perfectionniste. C'était une profondeur de texte qui châtillait les mœurs. Des thèmes qu'il abordait toujours d'actualité. Tu parlais avec qui? C'est toi. C'est toi. C'est toi qui me donnes les enfants.
Jean-Michel Cancan, c'était un homme super engagé. C'est-à-dire que ce n'était pas un monsieur qui vous faisait un sketch pour rien. Je vous ai cité tout à l'heure dans les coulisses de l'élève international. Nous avons nos enfants aujourd'hui. Quand vous l'envoyez à l'internat, ils vous ramènent des bulletins falsifiés. Jean-Michel Cancan avait vu la société longtemps avant nous. C'est-à-dire qu'il avait anticipé sur la société. Tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en termes de politique, sociale, et économique et tout, Jean-Michel Cancan avait vu venir avant. Vous avez l'impression d'être dans la rue, de vivre avec des personnages et des histoires qu'ils racontent au quotidien. C'était du vécu, on se retrouvait mieux et ça impactait mieux encore nos comportements et la psychologie. Ce que Cancan fait, même le grand public s'en rend compte après que c'est des thèmes hyper pointilleux et que c'est une façon hyper subtile de critiquer la société, de remettre en cause certains sujets de la société. Ces œuvres ont suscité une curiosité particulière chez les universitaires. Dans les facultés d'art et de culture, on a étudié le style Cancan. Il y a eu des recherches au niveau de l'université. Le théâtre de Jean-Michel Cancan a fait l'objet de nombreuses études. Et si vous faites un tour à la faculté des arts et lettres, à l'université de Yaoundé 1 et dans bien d'autres institutions, vous allez voir que les uns et les autres ont pris le temps d'étudier ses créations. Le génie de Cancan faisait de lui un artiste atypique, tant sur ses performances sur scène qu'en dehors. Il surfait au gré de son intuition et de son imagination. Et Def Kemoktoy est entré, je ne sais pas, ils étaient en train de jouer. Et ça lui prend au regretté Cancan de mettre une clé au cou de Def Kemoktoy. Bon, au départ, nous tous on s'est dit que bon, c'est un jeu, quoi. Bon, il fait ses inventions habituelles. Mais non, Def Kemoktoy veut se détacher. Ah non, Cancan dit tu ne te détaches pas. Il sert. Mais une bagarre, une bagarre a commencé sur scène. Et au grand plaisir du public qui croyait que c'était quelque chose d'arrangé, alors que c'était l'intuition de Jean-Michel Cancan. C'est quelqu'un qui savait improviser. Alors il dit, on dit quoi même? Bon, attends-moi là, j'arrive. Et puis il entre dans les coulisses, il prend son texte, il regarde, il boit un coup, il dit bon, maintenant je suis revenu. Il y a lui et Ochama. Les deux se sont retrouvés dans une pièce de théâtre. Vous comprenez? Ochama dans une pièce de théâtre, Jean-Michel Cancan aussi dans une pièce de théâtre. À un moment donné, les gars ont tourné le spectacle à des autres. Donc ce n'était plus ni le théâtre, ni parce que ce n'était pas son habitude de jouer. Mais il fallait voir le spectacle. C'était impressionnant. Rire ou ne pas rire, ce n'était plus le spectacle de théâtre qu'on attendait. Ils ont changé ce spectacle en humour, quoi. On commence très bien avec le texte. Mais je vous assure, à un moment donné, Jean-Michel Cancan laisse le texte et il fait des envolées qui ont soulevé toute la salle. Moi aussi, j'ai laissé ma partition, j'ai laissé le texte et je me suis aussi mis dans les envolées. Et c'était une très grande joie pour le public. Donc, nous avons laissé nos partitions, nous sommes tombés dans l'improvisation. Mais il était très astucieux hein, sur le plan de la comédie. Et puis, il avait cette force d'esprit pour improviser, pour créer des choses de toutes pièces. Sacré personnage. Imperfectible, l'échec d'un spectacle était mal vécu par ce dernier. Il n'était pas content si les gens n'avaient pas rigolé quand il faisait son sketch. Et ça le touchait beaucoup. Quel est votre nom? Cancan. Cancan qui? Jean-Michel. Le fils du quartier m'appelle Bonbon à Goyé. Jean-Michel Cancan n'appartenait pas qu'au Cameroun. Son aura influençait l'Afrique francophone noire. Les pays de l'Afrique de l'Ouest voient une admiration indescriptible au phénomène. En Afrique de l'Ouest, on pense que Jean-Michel est toujours vivant. Les gens ont du mal à croire qu'il est mort. Vous entrez dans une discothèque, on vous met... Vous entrez dans un bar, on vous fait un mince qui est déjà Jean-Michel Cancan. Vous allez pour faire un spectacle, on vous demande, vous êtes Camerounais, vous dites oui. Et on vous dit, on espère que vous allez faire comme Jean-Michel Cancan. Jusqu'à ce jour au Mali, Jean-Michel Cancan est très populaire. Au Bénin, il est encore très populaire jusqu'à ce jour. J'avais été agréablement surpris. Il y a presque 2 ans, je suis allé jouer aux Comores.
pas loin de Madagascar, quoi. C'est pas la porte d'à côté. Et quand je suis arrivé, on me dit vous êtes Camerounais? Vous connaissez Jean-Michel Cancan? Et au Rwanda, il dit que dans le Mbomsi, il est arrivé jusqu'au Comores, quoi. Quand vous arrivez dans un pays, vous n'êtes pas facilement identifiable. Il suffit de dire je viens du pays de Jean-Michel Cancan. Directement, on vous dit ah, vous venez du Cameroun. Et sur le plan international, ils sont nombreux, ces humoristes, qui ont été influencés par l'icône. Je vais prendre un exemple de Gowou Michel qui a toujours clamé haut et fort que son idole à lui, c'était Jean-Michel Cancan. Il est l'icône représentative de l'humour au Cameroun et en Afrique noire francophone. C'est vraiment lui, jusqu'à ce jour, qui continue à être la personnalité la plus populaire et, disons-le, la plus aimée du grand public d'Afrique noire francophone. Au pays, des sosies ont vu le jour et continuent à leur façon de perpétuer le style cancan. Tufinga se souvient de son premier spectacle avec l'illustre disparu. Mon premier spectacle avec maman Hélène et Jean-Michel Cancan, c'était à l'Abia. À l'époque, je ne peux pas me souvenir de la date parce que ça fait longtemps. C'était lors des rentrées scolaires. Donc, Jean-Michel Cancan jouait le rôle du Soula et maman Hélène jouait le rôle de maman Hélène, donc sa femme consciente, et moi je joue le rôle de l'enfant. Tonton Beko, quant à lui, revient sur des situations rocambolesques qu'il a vécues lors de ses différentes prestations. Parfois, quand je veux animer une fête, les mariages, les gens paniquent, il y a même d'autres qui prennent fuite. Dans les années 70 et 80, l'humour, tout comme le football, n'était pas perçu dans l'imagerie populaire comme un métier dans lequel pourrait évoluer un jeune. Et pour Valérie Ndongo, le style vestimentaire et le personnage qu'incarnaient des icônes comme Jean-Michel Cancan n'ont pas contribué à changer ce type de perception. C'est que Cancan, de par son style vestimentaire, de par son style artistique, la société a gardé, a entre guillemets décidé que l'artiste ne peut qu'être clochard, ne peut qu'être ivrogne. Donc je sais que la démarche artistique de Cancan, ce n'était pas de renvoyer l'image là. D'après des indiscrétions, la légende n'aurait pas profité pleinement de son art. Il aurait été alors floué par certains opérateurs culturels véreux. Je sais qu'il s'est quand même fait arnaquer pas mal de fois, quoi. Parce que c'était un artiste pur. C'est-à-dire quoi, c'est ce genre de gars, lui, il prenait plaisir à jouer. Il était content de jouer. Du coup, le gars, il ne gérait pas le côté argent. Les gars, sachant cela, le mettent devant, il remplit toutes les salles possibles du Cameroun. Il remplit le palais Congrès, Le palais Congrès était la plus grande salle. Tout ceci ne gâchait pas la bonne humeur de Jean-Michel Cancan, très adulé dans son quartier Mvogada, à Yaoundé. Son quotidien, c'était le théâtre, les sketchs. Donc même chemin faisant comme ça, là, tout était en sketch. Donc les blagues et tout. Notre passage ici nous a permis de côtoyer l'environnement de Jean-Michel Cancan. Sa demeure, où il vivait, cet espace de jeu de Songo. Il était un fin spectateur. C'est ici que Jean-Michel Cancan venait. Nous tous on s'amusait ici, on jouait au Songo. Bon, même quand la maladie a commencé, bon, c'était ici que nous nous sommes rendus compte qu'il était déjà malade. Bon, normalement, il était beaucoup plus derrière là-bas, mais c'est ici qu'on se retrouvait tous. Afana Bogo, loin des projecteurs, ne s'enlisait guère dans le star system. Cancan, le luxe, c'est pas lui, c'était pas son truc. Tu loges Jean-Michel Cancan dans un hôtel 10 étoiles, il peut faire le tourne d'eau là, comme on dit là où c'est cool. Alors, et c'était ça du Cancan, il ne se prenait pas au sérieux. C'est vous qui voyez la star devant vous, mais lui, il s'en foutait, c'était un homme normal, lui, c'était l'homme du peuple. Ouais, c'était un sacré personnage. L'humilité caractérisait ce personnage, plein d'humour, de largesse. On garde surtout son souvenir, puisqu'il a construit une église là-bas. Quand il vient ici, il entre partout.
dans les maisons, dans les cuisines. Il entre partout. Et quand il sort, il s'arrête ici, il te laisse ta part. C'est comme ça qu'il marchait tout le long de la rue. C'était quelqu'un de bien, c'était quelqu'un de vrai. Je préfère le mot vrai. 20 ans plus tard, il est toujours aussi célèbre, autant piraté qu'avant. 20 ans après sa mort, l'artiste le plus célèbre. Allez au marché Congo, par exemple, demander les disques des comiques les plus demandés, on vous dira Jean-Michel Cancan. Un parcours exceptionnel, des performances hors normes, stoppées net par une volonté funeste de la nature. Quelques mois plus tôt avant sa mort, il était en tournée en Afrique de l'Ouest avec Kegege International. Jean-Michel était déjà sérieusement malade. Parce qu'après ça, il n'a pas fait 2 mois, il est décédé. Même dans sa maladie, il avait gardé son humour, sa bonne humeur. C'était un homme qui, même devant la mort, alors qu'il savait qu'il était presque condamné, il avait toujours le sens de l'humour. Il s'amusait à dire qu'il ne comprend pas pourquoi les gens sont si méchants. Il laisse les riches à côté pour venir s'en prendre à lui, qui n'a même pas grand-chose qu'on puisse lui prendre. On était là aux prémices des signes de la fin d'une légende. Quand je l'ai vu, quand on s'est séparés ce jour-là à Douala, j'avais comme un mauvais pressentiment parce qu'à Ouaga déjà, il n'arrivait pas à dire tout son texte. Oui, parce qu'il était déjà touché. Il fallait qu'on lui accorde des petits moments de pause, qu'il récupère un peu. Mais il disait non, ça va passer, ça va passer. Quand il disait que je veux mourir, je veux mourir. Et finalement, quand il a fait ça, ça n'a pas mis long, il est mort. Quelques mois plus tard, le 13 février 1997, en matinée à Yaoundé, le monument s'effondre. Le décès de Jean-Michel Cancan laisse en émoi tout un peuple et des fans éplorés. Je savais quoi faire à l'instant, j'étais perdu, je ne réalisais déjà pas. Je pensais que j'étais dans un cauchemar et que j'allais me réveiller plus tard, mais à la fin de la journée, on se rend compte que c'est vrai, Jean-Michel n'est plus. Ça m'a tellement frappé parce que Cancan est mort vraiment au moment où il avait encore beaucoup à donner, parce qu'il avait déjà donné. C'était une personne qu'on aimait beaucoup. Et lorsqu'il meurt, ça a été pas très bien pour nous, pour combler ce vide jusqu'à présent. Juste après, ces obsèques ont été marquées par la présence de personnalités internationales, notamment le ministre béninois de la Culture, représentant son Excellence Mathieu Kéréko, président du Bénin à cette période, par ailleurs ami du défunt. Jean-Michel Cancan alors laisse un héritage immense pour la postérité. Ses œuvres restent gravées de génération en génération.